Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve en forme pour parler d'un des sujets que je préfère, c'est-à-dire les questions taboues dans le monde arabo-musulman. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à une problématique qui est très importante, vraiment très importante dans les représentations sociales, collectives, religieuses de beaucoup de gens, la virginité. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet et j'ai décidé en fait de dire vraiment ce que je pense, c'est-à-dire ne pas prendre des pincettes et vraiment d'aller vraiment droit au but et de dire ce que je pense du sujet parce que souvent je me suis rendu compte que moi-même c'est quelque chose qui a été tellement rabâché, c'est quelque chose qui a une telle importance pour beaucoup de gens dans mon entourage que moi-même j'avais des fois des difficultés à en parler ou que moi-même je rendais cette chose taboue alors qu'elle n'a pas lieu d'être et à tous les points et plans de vue. Donc premièrement, moi la virginité c'est quelque chose, oui, je dois le dire, hein, que depuis que je suis petite, on m'en a énormément parlé. C'est quelque chose, ma mère m'en a parlé, quand j'allais dans mon école arabe, j'avais des cours d'éducation islamique. Et pareil, c'était quelque chose sur laquelle on insistait énormément. Et ça faisait même partie, voilà, des choses en fait qui doivent nous, en tant que musulmans, euh, il va venir nous différencier même des autres personnes, de toutes les autres catégories de personnes. Et en fait, c'était un moyen de dire que même si on est en 2020 ou ce genre de choses, et bah ces valeurs-là, pour les musulmans, c'était des valeurs qui étaient très importantes et pour laquelle en fait il ne faut absolument pas essayer de remettre en question, de critiquer ou d'essayer en fait tout simplement d'étudier en fait vraiment de plus près en quoi consiste et en quoi réside et sur quoi est basée l'importance de la virginité. Donc je dirais que la première chose, évidemment, c'est l'islam. Donc moi on m'a toujours appris que être vierge c'était quelque chose qui était obligatoire et que c'était quelque chose qui n'était vraiment pas du tout négociable, même pour pouvoir se marier par exemple. Et au fur et à mesure des années, quand j'ai commencé à entamer mes recherches personnelles et que je me suis moi-même plongée dans les livres et dans les écrits, et bah je me suis sentie grave trahie. Je me suis sentie super trahie parce que en fait quand on étudie la vie du prophète, et je pense que le prophète est quand même la personne qui incarne le mieux c'est qu'est l'islam et comment doit être pratiqué l'islam, et ben on se rend compte que la première femme qu'il a épousée, c'est-à-dire Khadija, avait 20 ans de plus que lui. Et au moment où ils se sont mariés, bah, elle n'était pas vierge, elle n'était plus vierge. Donc là, il va falloir qu'on m'explique. Soit il y a une dissonance cognitive, ou soit tout simplement ce concept de la virginité qu'on nous rabâche depuis le début, en fait, n'est pas du tout islamique, mais bien purement humain, et je dirais bien même pour contenter la jante masculine. Pour venir juste d'un point de vue théologique, l'islam incite les croyants à rester chastes, ce qui n'a rien à voir avec être vierge, c'est-à-dire que tu peux ne plus être vierge physiquement et être chaste. Donc être chaste, c'est vraiment à un moment de sa vie décider avec en pleine conscience de ne pas être attiré ou avoir des pensées ou faire en sorte d'être proche de tout ce qui peut tourner autour de la sexualité. Ce qui est quelque chose de complètement différent. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la virginité, c'est devenu quelque chose vraiment d'accessoire. C'est-à-dire que la seule chose en fait qui importe le plus, c'est que voilà, cette membrane qui se trouve dans ton vagin, et ben il faut que cette membrane, elle reste intacte. Et ça, en fait, juste cette petite membrane, c'est quelque chose qui rend fou tout le monde et qui rend fou toute la société et qui en fait amène à des situations qui sont juste impensables, incroyables, enfin des situations qui vraiment moi me choquent complètement. Revenons par exemple à la chasteté et la virginité. Il y a plein de jeunes filles
qui, dans les sociétés maghrébines ou même qui peuvent vivre en Europe, voilà, ont très peur justement de perdre cette membrane qu'on appelle l'hymen parce que voilà, on leur a tellement inculqué depuis qu'elles sont petites que cette membrane c'est ce qu'il y a de plus important, que sans elle elle pourra pas se marier, que si cette membrane n'existe plus, bah elle a perdu son honneur, mais pas que le sien, parce qu'il y a aussi tout l'honneur de la famille, c'est à dire que genre tout le déshonneur s'abat sur le père, sur la mère, voilà, on va dire que du coup ça qu'elle a reçu une mauvaise éducation, que même au sein de, même si on a grandi le cercle familial, pour les oncles, les tantes, les cousins, bah c'est vraiment, on va dire, bah elle a sali notre nom, c'est vraiment ce qui ressort. Donc souvent on se retrouve dans des situations où ces jeunes filles sont des êtres humains, où ces jeunes filles voilà, ont des besoins sexuels qui font partie, qui sont autant des besoins humains que boire, manger, etc. Et qui par exemple ne sont pas dans le contexte d'un mariage pour mille et une raisons. Et qui du coup vont se dire ok, bah écoute, étant donné que voilà le principal c'est de rester vierge, bah je vais faire tout ce qui est possible sans qu'il y ait une réelle en fait pénétration par devant, on va dire. Donc je vais pas vous faire de dessin, mille et une choses sont possibles. Et en fait dans l'esprit de cette jeune fille et dans l'esprit de même de beaucoup de gens, bah elle est restée vierge. Mais en fait la chasteté qui est la chose à laquelle on incite dans le Coran, ce qui est incité pour les personnes qui ne sont pas mariées, et tout sauf respecté. Donc on voit bien qu'il y a quand même un réel décalage entre ce qu'on nous dit, ce qu'on nous explique, la source d'où viendrait en fait cette limitation et la réalité. Et c'est quelque chose qui malheureusement qui est vraiment existant partout. Il y a même énormément de business qui se développent derrière ça. Le business de par exemple pouvoir faire reconstruire son hymen. Et voilà, dans les pays du Golfe, en Égypte, dans les pays du Maghreb, il y a énormément de gynécologues qui se font un fric monstre dessus pour pouvoir voilà, faire 2 points de suture à ce niveau-là et en fait du coup entre guillemets halaliser le mariage et halaliser surtout la fille. Et je vous laisse imaginer toutes les conséquences psychologiques qu'il peut y avoir derrière. Également ces gynécologues-là font payer des sommes astronomiques et même peuvent se permettre lors des consultations gynécologiques se permettre tout un nombre de jugements de valeur, d'humiliation, lorsque ces jeunes filles doivent aller le voir pour par exemple prouver qu'elles sont vierges et demander un certificat de virginité, chose qui se fait malheureusement dans plusieurs pays de manière régulière, et beaucoup de belles familles demandent ça sur marier ce certificat là pour être assurée qu'elle est, elle est mariable, j'ai envie de dire même baisable. Et c'est quelque chose qui évidemment est à des années-lumière de la vie qu'a pu avoir le prophète et même ses compagnons. Il y a un hadith qui dit il y a une femme qui est venue voir un des prophètes du compagnon qui s'appelle Abu Bakr as-Siddiq et qui lui a demandé, du coup elle était déjà mariée, elle a déjà eu plusieurs maris et à cette époque là en fait elle n'était pas musulmane, et donc dans les sociétés arabes pré-islamiques les relations de couple, il y avait, enfin c'était on va dire très, il y avait plusieurs formes de couples possibles. Il y avait certaines femmes qui pouvaient avoir 4 à 5 maris, enfin voilà. Et donc elle lui expliquait que bah, forcément elle était techniquement plus vierge, mais que maintenant qu'elle était, voilà, qu'elle s'était convertie et qu'elle avait envie d'épouser un homme qui était musulman, qui lui l'était, et que du coup est-ce que voilà, est-ce qu'elle devait lui parler de son passé, de 1, et est-ce que de 2, sa condition physique, est-ce qu'elle lui permettait quand même de pouvoir se marier dans un cadre islamique légal. Et la réponse qui lui a été donnée est la suivante, que voilà, tout ce qui concerne la personne, cette personne-là, son rapport à son corps, tout ce qu'elle a pu faire avec son corps, c'est quelque chose qui la regarde elle et Dieu.
et que en fait son futur mari n'a même pas le droit de savoir et n'a même pas le droit de poser des questions sur son passé. Évidemment, bien sûr, si les deux personnes sont consentantes et ont envie de parler de leur expérience mutuelle et tout, il n'y a pas de souci, hein. Mais pour pouvoir se marier, voilà, il n'a pas à aller lui dire bon bah alors maintenant tu vas m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, t'as fait ici, où, ça, quand, comment, avec combien de personnes, avec qui, etc. Non, ça se passe pas du tout comme ça, et même si physiquement elle n'est pas, voilà, l'hymen n'est pas présent, elle peut se marier. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Et malheureusement, c'est pas du tout le discours qu'on entend à la télé quand on allume, je sais pas, quand on veut voir une conférence sur ce sujet-là, par exemple. Donc voilà, aussi j'aimerais rappeler que la chasteté, c'est quelque chose qui n'est pas réservé qu'aux femmes islamiquement parlant, mais que aux deux, c'est-à-dire hommes et femmes, se doivent de rester chastes et si ils le peuvent vierges jusqu'au mariage, chose que aussi évidemment de par l'histoire, la mentalité qui règne, qui est encore présente dans ces pays-là, jamais voilà, on va remettre en question le fait qu'un homme soit vierge ou pas pour pouvoir se marier. Ça c'est quelque chose qui ne traverse même pas l'esprit et des hommes et même des belles familles et même de certaines belles-mères. Et il y a même des choses très très intéressantes, c'est que un des pires statuts qu'on puisse avoir en tant que femme, pour vous montrer en fait jusqu'où le vice est poussé dans ces sociétés complètement malades. Le pire statut qu'on puisse avoir, c'est d'être une femme divorcée. Pourquoi? Parce que voilà, qui dit femme divorcée, dit femme qui a été mariée, et qui dit mariage consommé. Donc cette femme n'est plus vierge, mais étant donné qu'elle était mariée, c'est accepté, c'est normal, heureusement, sinon, il y aurait pas, voilà, je serais pas là en train de vous parler. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elle est divorcée, cette femme, elle a plus d'hymen en fait. Donc c'est problématique. Qui nous dit maintenant que, elle va pas aller se taper la terre entière parce qu'elle a plus cette hymen, et donc c'est à dire que si elle a plus cette hymen, en fait cette femme elle est capable de faire ce qu'elle veut. Elle est capable en fait d'assouvir tous ses désirs, et personne en fait pourra aller vérifier ce que fait cette femme. Et donc en fait il y a énormément d'hommes divorcés par exemple qui ne veulent pas se remarier avec une femme qui elle aussi est divorcée, pour la simple et bonne raison que il sait pas en fait entre la période où elle a divorcé et où lui la rencontre ce qui a pu se passer, parce que dans son imaginaire à lui, dans sa mentalité à lui, il se dit que si ce bout de membrane n'est plus là, du coup comment est-ce que je vais pouvoir vérifier ce que tu es allé faire ou pas? Donc ça sous-entend quoi tout ça? En fait tout simplement ça sous-entend que nous, en tant que femmes, la seule chose qui nous empêche d'aller voir un homme et d'avoir voilà, des relations sexuelles avec lui, c'est cette membrane, c'est cette hymen en fait. Et ça serait pas par exemple des valeurs morales, ou juste se dire est-ce que j'en ai envie ou pas, ou ce genre de choses. Non, nous on n'est pas capable de penser, nous on n'a pas d'esprit critique. Voilà, nous pour pouvoir nous contenir et pouvoir voilà, vraiment agir en ce que voudrait la société ou ce que voudrait l'islam, il nous faut absolument cette membrane. Donc il est tout à fait normal et courant, et moi je l'ai déjà entendu même dans mon entourage très proche, d'être un homme divorcé, d'avoir soi-même consommé un mariage, d'avoir soi-même eu une vie sexuelle, et dire que moi, la prochaine femme que je veux qu'elle soit de première main. C'est une condition genre sine qua non pour moi. Et c'est quelque chose qui est accepté par la société. Et moi ça je peux pas en fait, je peux pas juste dire ok y a pas de souci, non, j'ai besoin de le dire, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, et voilà, enfin, je suis là plus en mode, voilà, je préfère dénoncer les choses et surtout montrer l'absurdité en fait de cette situation qui n'est pas acceptable et qui ne fait que freiner nos sociétés, parce qu'on est tellement obnubilé par cette obsession de contrôle sur le désir, sur où et quand, comment, sur le corps des femmes, voilà, qu'on n'avance pas. Et moi franchement ça me rend dingue. Et aussi ce deux poids deux mesures, enfin, quand on regarde l'histoire par exemple, quand on regarde l'histoire des sultans qui ont été à la tête en fait de tous les grands empires islamiques, donc que ce soit les Omeyyades, les Abbassides, les Ottomans, les sultans ne se mariaient pas. Les sultans avaient des harems.
rempli de femmes venues des 4 coins du monde, parce que oui, il faut un peu d'exotisme, hein, il faut voilà pouvoir, comment dire, varier les plaisirs. Et toute la descendance de ces sultans qui étaient à la tête de l'Empire musulman, donc qui étaient censés être quand même le chef, le leader de nations musulmanes, de l'islam, d'ambassadeurs de l'islam sur terre, en fait, c'est comme ça qu'ils se présentaient. Khalifatullah fil ard, c'est comme ça qu'il se présentait. Et ce mec-là, bah en fait, il était pas marié. Ce mec-là, pour lui, le concept de la virginité, de la chasteté, c'était quelque chose voilà, dont il n'était pas concerné, mais il représentait quand même ce que c'était l'islam. Et par contre, c'est très intéressant d'étudier en fait la condition des femmes à cette époque-là. Qu'en fait, à cette époque-là, donc tu pouvais être une femme esclave non musulmane, tu pouvais être une femme esclave musulmane, tu pouvais être une femme libre musulmane et tu peux être une femme libre non musulmane. Voilà, ça c'était les quatre cas et que tu peux aussi mettre au masculin. Et donc en fait, suivant la catégorie dans laquelle tu te trouves, tes libertés ne sont pas les mêmes. Et donc en fait, reprenons dans l'ordre, si tu étais une femme esclave non musulmane, donc tu t'es balancée dans le harem, et évidemment on n'allait pas venir te demander si ça te plaisait ou pas l'endroit dans lequel tu te trouvais, et quand voilà le sultan te demandait où que tu étais emmenée, voilà, on sait très bien ce qui se passait dans ces chambres-là, et donc le seul moyen pour elle de pouvoir en fait évoluer dans sa condition, c'était de tomber enceinte, et dans ce cas-là, elle avait le titre de ce qu'on appelait sultana, elle devenait voilà sultana, et elle devenait la mère, donc du coup légitime du futur prince, et donc voilà, elle avait des quartiers spéciaux, elle avait des traitements de faveur, voilà, elle était un petit peu mieux traitée, enfin voilà, elle avait le droit à avoir des bijoux, enfin elle était quand même assez gâtée par le sultan, parce qu'elle était la mère d'eux, et pas surtout parce qu'elle portait l'enfant du sultan. Ensuite, tu avais les femmes musulmanes esclaves, donc soit c'était des femmes qui étaient non musulmanes, qui ont choisi en fait de se convertir, et dans ce cas-là, souvent on leur donnait un prénom arabe, ou alors c'était des femmes qui sont musulmanes en fait depuis longtemps, mais qui sont nées esclaves, et donc pour elles avaient dans la législation un peu plus de droits que les femmes esclaves non musulmanes. Et ce qui est intéressant, je vais pas faire, c'est pas le but de la vidéo, mais je voulais juste vous parler de ça. En fait, c'est intéressant de voir que cette femme-là, esclave musulmane, ce qu'on appelle la sutra, donc c'est-à-dire sa pudeur, ce qu'elle avait le droit de montrer ou pas, pour elle, la pudeur qui s'appliquait à elle, c'était la même pudeur qu'on appliquait aux hommes musulmans libres et esclaves, c'est-à-dire à partir du nombril. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus du nombril, elle avait le droit de le montrer. Et tout ce qui était en dessous, par contre, il fallait que ça soit caché. Par contre, donc, voilà, vous aurez compris, ce qui avait le droit de rester à l'air. Et par contre, une femme musulmane libre, elle, par contre, non, sa pudeur, c'était jusque-là. Elle, par contre, il fallait qu'elle attende évidemment le mariage, il fallait qu'elle reste vierge, il fallait ci, il fallait ça, il fallait ça, il fallait ça. Par contre, la femme esclave musulmane, elle, non. Elle n'avait pas besoin de rester vierge, elle n'avait pas besoin d'attendre le mariage, etc. C'était des choses complètement différentes. Donc en fait, franchement, si j'étais une femme de l'époque, je pense que j'aurais préféré être une femme musulmane esclave. Je rigole parce que forcément t'as entre guillemets plus de liberté, mais on sait que c'est pas pour toi-même, mais c'est évidemment c'est juste dans un but de servitude. Donc en fait on voit très bien que dans tous les cas possibles, à chaque fois c'est juste pour pouvoir contrôler le corps de la femme, le désir de la femme. Et par contre celui de l'homme, bah lui de toute manière, suivant chaque contexte, on pouvait venir légaliser telle ou telle pratique qui sortait en dehors du cadre du mariage. Et jusqu'aujourd'hui c'est quelque chose qui existe, parce que si tu vas en Iran ou si tu vas en Égypte, il y a ce qu'on appelle les mariages dits éphémères. Donc en fait, tu peux aller demander un mariage d'une heure, de 2 heures, de 2 semaines, pour pouvoir en fait évidemment coucher, consommer le mariage.
Et c'est très intéressant de voir, de lire en fait entre les lignes. On pourrait se dire comme ça, bon allez c'est un moyen pour les jeunes voilà, de pouvoir avoir une vie sexuelle. Mais le problème c'est que les règles qu'on incombe aux hommes et les règles qu'on incombe aux femmes, pardon, forcément elles sont pas du tout les mêmes. Donc par exemple si tu es une femme, que tu es ménopausée, que tu as tes règles, je me rappelle plus, il y avait d'autres choses, bah en fait ce type de contrat tu peux pas le faire. tu t'as pas le droit parce que forcément tu n'es pas consommable, c'est horrible de dire ça, pour l'homme. Par contre un homme, même s'il a 90 piges, étant donné que voilà lui sa semence elle sera fertile jusqu'au jour où il va mourir, bah non lui par contre il n'y a pas de problème, elle peut s'appliquer à lui. Et donc en fait c'est vraiment des choses qui dépassent l'entendement, et surtout je pense que c'est tout simplement un moyen aussi de pouvoir derrière légaliser, islamiser des réseaux de prostitution. Voilà. Après dans les autres pays où ce genre de mariage n'existe pas, les jeunes arrivent toujours à contourner les règles, hein, ça de toute manière c'est de fait, sauf que souvent ces jeunes là se mettent en danger. Ces jeunes là enfin voilà, peuvent faire ça dans des voitures, ne sont pas du tout, enfin, et se faire du coup choper par la police. Là pareil, le traitement et les sanctions ne seront pas les mêmes en fonction que tu sois un homme ou une femme, forcément. Là, ces gens-là ne sont pas, étant donné que la sexualité c'est quelque chose qui est tellement tabou que voilà, tout ce qui est autour de la prévention des MST, de la possibilité de tomber enceinte, etc. Bah, c'est pas des choses qui sont enseignées à l'école ou qui sont enseignées en fait même entre mère et fille, père et fils, ou même voilà dans la famille, donc ça pose beaucoup de problèmes. Mais là je m'éloigne un peu du sujet sur la virginité. Et donc en fait c'est vrai que moi j'ai lu beaucoup de témoignages par rapport à ça, et en fait on se rend pas compte de l'impact psychologique que ça peut avoir sur de nombreuses jeunes femmes qui en fait, même si disons qu'elles ont été convaincues par cela et que jusqu'au jour de leur mariage elles le sont restées, il y a énormément de femmes pour qui en fait au moment de l'acte ça a été quelque chose de très compliqué pour elles, parce que c'est quelque chose qui a été tellement martelé, qui a été tellement marqué en elles que voilà, elles peuvent, ça peut même avoir un impact terrible sur leur vie sexuelle dans le cadre du mariage, parce qu'en fait toutes les représentations qu'elles se sont fait autour de ça ont été faites vraiment de manière très très négative, et voilà, ça a pu à mon nourrir, enfin je suis pas psychiatre ni psychologue, mais des témoignages que j'ai pu lire, voilà, il y a énormément de femmes qui ont du mal en fait à associer l'idée voilà de l'acte sexuel et de plaisir, parce que pendant très longtemps pour eux le sexe a été quelque chose voilà qu'il faut pas en parler, qu'il faut absolument cacher, qu'il faut pouvoir maîtriser, ce qui peut être complètement à l'opposé de ce que c'est réellement un rapport sexuel. Il y a beaucoup de femmes qui développent des vaginismes à cause de ça. Il y a des femmes qui subissent lors de leur nuit de noces vraiment des choses terribles. J'ai déjà lu des témoignages que comme quoi dans la pénombre, elle allume la lumière de son téléphone portable pour venir vérifier si l'hymen n'est pas bien présent ou pas. Je ne parle même pas de la cérémonie du drap blanc par exemple, qui est une pratique encore très courante dans les pays du Maghreb et en Égypte, où en fait, si vous ne savez pas ce que c'est juste en fait avant que le couple parte dans leur hôtel pour passer leur nuit de noces, leur première nuit, il y a une femme qui va venir et à l'aide d'un bout de tissu blanc va venir en fait vérifier si la fille est vierge ou pas, et donc du coup voilà, le but c'est qu'elle saigne, et donc ça veut dire que du coup la membrane, l'hymen se serait déchirée, et donc en fait après le mouchoir est apporté et voilà, le mouchoir est montré à tous les convives et tous les gens youyouille, dansent, applaudissent. C'est quelque chose qui est très valorisé et qui du coup va venir dire que bah voilà, cette fille c'est une bonne fille, elle a énormément de valeur, voilà, elle s'est gardée pour son mari pour sa nuit de noces. Enfin je veux dire que c'est aussi, là aussi on est dans une schizophrénie qui est assez alarmante dans un pays où voilà, rien que même en fait même moi je me rends compte que parler de sexualité, mettre des mots arabes sur le terme sexualité, sexe, rapport sexuel,
même moi quand je le dis ça me fait très bizarre tellement j'ai pas l'habitude et tellement ça sonne bizarre. Donc voilà, c'est tout ce vocabulaire-là évidemment jamais employé dans un contexte familial ou amical. Enfin, c'est pas quelque chose dont on parle. Mais par contre, exposer un mouchoir plein de sang et tout le monde sait ce qui s'est passé et que ça soit communément admis et que ça soit quelque chose qui soit voilà montré au vu de tous. Il y a un moment, enfin, c'est quand même quelque chose qui est tellement intime, c'est quelque chose qui nous appartient tellement. Tout ça en fait ça relève bien qu'il y a un réel problème derrière. Du coup voilà, ma vidéo est déjà assez longue et j'aurai encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet là, donc je ferai sûrement d'autres vidéos. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas voilà en commentaire à me dire à rajouter des éléments ou ce genre de choses, ou si vous avez envie que je parle d'un point plus en particulier, vraiment je le ferai avec plaisir. En tout cas voilà, je vous fais à tous plein de bisous, faites attention à vous et puis je vous dis à très vite. Ciao!